grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation, un nouveau numéro avec Bob Boulaboué. C'est la première fois de les recevoir ici. Initiateur et président MPDR, parti appartenant à la coalition La Mouka, donc dans la résistance. On va échanger tout autour des questions brûlantes de l'heure. Vous le savez très bien, la question de l'Est, la question sécuritaire demeure notre préoccupation. Les mini-sommets de Luanda avec beaucoup de résolutions, soit des conclusions. Et là, les M23 rejettent en bloc tout ce qui s'est dit au niveau de Luanda. Pour les M23, ils n'étaient pas associés, pas question si je pourrais dire, de prendre acte, oui voilà, de prendre acte de ces résolutions. Aujourd'hui, normalement, les 48 heures épuisent. On ne sait pas, est-ce les M23 va faire les retraits des zones occupées ou non. Et qu'est-ce que ces mini-sommets, les présidents qui étaient autour de la table pour discuter sur la situation sécuritaire, qu'est-ce que ces présidents vont dire après ces 48 heures si les M23 ne se retiraient pas? Ce sont là les questions qu'on doit se poser avec notre invité Bob Boulaboué. Bob Boulaboué, c'est votre première participation ici. Bienvenue dans Perfect Télévision. Merci beaucoup. Pour moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ouais. C'est une émission qui est très très suivie, notamment en Europe. Ouais. Vous avez beaucoup d'admirateurs. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de participer à cette émission. Merci beaucoup, Bob Boulaboué. Vous êtes de la Mouka. On fait un point sur votre tournée au niveau de l'Europe. On a vu les présidents élus. Selon vous, la Mouka, Martin Fayulu qui a fait une tournée, États-Unis, Bruxelles, en tout cas, beaucoup des pays au niveau de l'Occident. Quelle est la température même au niveau de la diaspora, les Congolais de la diaspora? Comment est-ce qu'ils sont en train de voir d'apercevoir ce qui se passe dans les pays? Merci pour la question. Le président élu parce qu'il était vraiment élu. Ah, d'après vous, oui. Même s'il est vrai qu'il n'y a pas eu l'impérium, mais tous les observateurs, tout le monde sait que c'est Martin Fayulu qui avait été élu en 2018. Mais ça, c'est notre débat. Je vais sur votre question. La température, les Congolais de la diaspora, voyez comment... Mais le Congolais de la diaspora, parce que le président Martin avait un seul message. Ouais. Il est parti aux États-Unis, il a fait l'Europe avec un message clé. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Il voulait justement que la communauté internationale puisse prendre en compte le desiderata de la population congolaise. Le peuple ne veut pas de la balkanisation de notre pays. Le peuple veut un Congo un et indivisible. Le peuple veut un Congo compris dans les 2 345 000 km². Ça, c'est le message clé. Et ce message a été relayé par la diaspora. Ah, d'accord. Toute la diaspora est derrière le président Martin Fayulu, notamment sur ce point. Toute la diaspora est derrière lui parce qu'on a vu des images où apparemment on essayait d'empêcher Martin Fayulu de tenir ces réunions, soit ces manifestations au niveau de l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nulle part, le président Martin Fayulu avait été empêché. Sauf à Liège. À Liège, où moi-même j'étais présent. Oui, on a vu des images. Sinon, il n'a pas été empêché. C'est un groupuscule de gens, 4 personnes. Un certain Bokechu, c'était 4. Pendant que la salle était bondée de tous les combattants, de toutes les diasporas venus de l'Allemagne, de la France, de partout. Et on était surpris de voir juste à côté 4 personnes entrer, comment dirais-je, de dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'étais parti le voir pour essayer de dire que ce Reniki, c'est ce que je fais. Le président élu, il porte un message. Aujourd'hui, s'il faut bien réfléchir, à part le président Martin Fayulu, qui est encore ce leader politique qui porte haut le message contre la balkanisation. Il est le seul. Pas même le président de la République? Non, le président de la République ne parle pas de la balkanisation. Le président de la République, comme vous l'appelez, il est, comment dirais-je, il est dans la continuité de tout ce qui avait été fait. Qu'est-ce qui avait été fait? C'est ça. Laurent Désiré Kabila est arrivé dans ce pays. Avec
les forces rwandaises et ougandaises. Ils l'ont aidé à prendre le pouvoir. Sous certaines conditions. Kabila, devenu président, il a dénoncé justement les accords signés avec le Rwanda et l'Ouganda. Il a dit que quand j'ai signé avec vous, j'étais un rebelle. Aujourd'hui, président de la République, je ne peux pas trahir mon peuple. Une des raisons qui explique, qui justifie l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, parce qu'il avait remis en cause les accords signés avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mais après, avant de tuer Laurent Désiré Kabila, avant de l'assassiner, il fallait le remplacer par une personne qui devait accepter des accords refusés par Laurent Désiré Kabila. Cette personne était Joseph Kabila. Pendant 18 ans, il a appliqué d'une certaine façon les accords. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant tout son règne, le Congo n'a pas connu de paix. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours, comment dirais-je, on a connu... Kabila a défait les M23. Oui, Kabila a défait les M23, comme on dit. Mais je veux dire que le rôle qu'on a fait jouer à l'AFDEL, c'est le même rôle qu'on a fait jouer au RCD, c'est le même rôle qu'on a fait jouer à Condémentor avec les CNDP. Et aujourd'hui, c'est le même rôle qu'on fait jouer au M23. Demain, il y aura une autre force qui viendra pour jouer le même rôle. Mais c'est quoi la finalité? La finalité, parfaire le plan de balkanisation de notre pays. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Là, ça ne marchera pas. Pas du tout. Alors, Bob Boulaboué, et qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Fayoulou au niveau, je pense, de l'Angleterre, hein? Il a tenu un entretien avec sa base. Il a dit ceci: on met de côté les guerres politiques, regardons ce qui se passe au pays, c'est-à-dire la situation sécuritaire. Mais les mêmes Martin Fayoulou, je pense, après 1 ou 2 jours, il passe sur TV5 Monde, il tient des propos selon les pouvoirs des propos qui ne sont pas corrects. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce c'est un revirement ou bien... Non, c'est pas un revirement. Le président élu Martin Fayoulou était parmi les premiers leaders à avoir compris que lorsque un État est en danger, lorsque la nation est en danger, il faut qu'il y ait cohésion nationale. Il avait lancé l'appel à la cohésion nationale. Mais cet appel était quelque part mal compris par l'Union sacrée. Ils ont voulu récupérer cet appel-là pour leurs intérêts personnels. Et lorsqu'on a compris cela, le président Martin, bien qu'il est derrière les forces armées congolaises, bien qu'il est en train de soutenir, comme beaucoup de Congolais, nos forces armées, en même temps, il a voulu montrer que Félix est en train de jouer un jeu. Il est, comment dirais-je, dans le jeu, il est complice de ce qui se passe dans le pays. Il a dit que non, c'est un envoyé de Kagame. Mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire que s'il est un envoyé de Kagame, s'il a été élu grâce au soutien de Kabila et de Kagame, donc aujourd'hui, il continue à jouer le jeu. Donc, il est l'un des complices, tout simplement. D'ailleurs, lors de son dernier conférence de presse, il a même demandé à ceux que, il a dit, j'accuse Félix Tshisekedi de haute trahison. Exactement. Vous avez suivi cela? Exactement. Justement. Au jour d'aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps. Lorsque nous, avec Martin Fayoulou, on disait que, mais aussi avec Mozitu, Adolphe et les autres, nous devons préparer la guerre. Parce que celui qui veut la paix prépare la guerre. Alors, pendant tout ce temps, on disait que non, la diplomatie agissante, tout cela, on a perdu beaucoup de temps pour rien. Et il y a eu beaucoup de morts pendant ce temps-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait décoller de Sukhoi, tout cela, parce qu'on s'est rendu compte que la diplomatie agissante avait montré ses limites. Donc, on veut maintenant venir sur le terrain, comment dirais-je, militaire. Or, nous, dès le départ, on avait prêché pour ça. On avait dit que le Rwanda ne comprend que la voie de la force. Le Rwanda avec Kagame, si vous n'êtes pas fort, si vous venez avec des négociations, si tu veux négocier, il faut avoir une armée forte. Il faut avoir une économie forte pour négocier. Autrement, vous irez aux négociations, comment dirais, en subissant. Alors, Bob Boulab, aujourd'hui, les 48 heures épuisent normalement après... ces résolutions, soit des résolutions au niveau du mini-sommet de Luanda. Les M23 jusqu'à présent en tout cas ne s'est pas retiré selon les dernières informations des zones occupées. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce déjà ces résolutions tombent caduques
ou bien ces résolutions souffraient même déjà d'un problème, je ne sais pas, on n'a pas bien ficelé, ou soit les chefs d'État qui étaient dans cette réunion n'ont pas bien ficelé cela, ou bien qu'est-ce qui est exactement? Non, moi je pense que là nous sommes à Luanda. Ouais. On était à Nairobi. Souvenez-vous, il y a quelques mois, en Nairobi, il y avait aussi l'appel de cessez-le-feu. Le M23 avait eu le même comportement. Il avait dit que moi, je n'ai pas été représenté là-bas, je ne suis pas concerné. Mais ça, c'est la deuxième fois que le M23 fait cela. Parce qu'en fait, le M23 et Kagame, c'est la même personne. Parce que le Kagame, il y a toujours un double langage. Donc, je suis avec vous, je ne suis pas avec vous. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Les Biota, Vincent. Voilà, pour aller dire que voilà, c'est le feu. En même temps, lui-même ne s'était pas présenté parce qu'il trouvait que sa présence, comment dirais-je, allait donner du crédit à ce qui se faisait là-bas. Oh, donc, il n'y a aucun crédit dans ce qui s'est fait là-bas. Mais vous verrez, parce que, Grammy, je vous dis ceci. Le 1-23, la force régionale, ils répondent tous à une même dynamique. Occuper le Congo. Oh, même les forces... Même la force régionale occuper le Congo. Mais effectivement, imaginez-vous, supposons que le 1-23 acceptait même l'ultimatum, comment dirais-je, de Luanda. Les 48 heures. Il quittait. Et s'est retiré des zones occupées. C'est retiré des zones occupées. Quelle est la force qui va remplacer ces zones-là? On dit la force régionale, la zone tampon. La zone tampon. C'est quoi la zone tampon? Alors la zone tampon, c'est quoi? C'est que la force régionale viendra occuper cet espace laissé vacant par le 1-23. Dans cet espace-là, ils ont dit qu'ils seront là pour 6 mois, mais nous savons très bien que la MONUSCO était venue pour quelques années, ils ont fait 20 ans. Donc, lorsqu'on parle de la force tampon, ça valide l'idée même de la balkanisation. Ah, donc la zone tampon là, c'est l'idée de la balkanisation. Mais tout à fait. Parce que ce sont les armées étrangères qui vont se mettre sur cette partie du pays. Notre souveraineté, nous comme État, on n'a plus droit, on n'est plus souverain sur cet espace-là. Alors que nous savons très bien que Lumumba et les autres, ils se sont battus pour la souveraineté de notre pays. Mais c'est grave. On ne peut pas sous-traiter, comment dirais-je, sa sécurité aux autres États. Nous avons dit dès le départ, le Congo, ou bien comment l'État congolais, devait s'appuyer sur son armée, uniquement sur son armée. Une armée équipée, une armée organisée, une armée encadrée, mais aussi une armée dont on va extirper tous les éléments, comment dirais-je, venus du Rwanda et d'Ouganda. Seule cette armée sera capable de défendre notre pays. Mais quand vous parlez d'une armée occupée, et là nous sommes dans un régime de notification, soit un embargo, comment est-ce que vous réagissez? Non, moi je pense que, vous savez, on a connu Laurent Désiré Kabila dans ces pays. Laurent Désiré Kabila avait dit, défendez votre terre, même avec de lance, même avec de flèches, même défendez votre terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple la communauté internationale ne veut pas qu'on achète des armes, mais les armes, on peut les avoir d'une manière ou d'une autre, par plusieurs canaux. Imaginez-vous aujourd'hui par exemple, vous croyez que pour acheter des armes, on doit passer toujours, l'Angola peut acheter des armes pour nous. On peut acheter des armes via l'Angola, on peut acheter des armes via d'autres États. Si tu veux te défendre, mon frère, peu importe le moyen, tu vas te défendre. Et moi, je pense que la communauté internationale, ils ont mis de la notification pour les armes légères. Mais pour les armes lourdes, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de cela. Le Congo a droit de se défendre. Le Congo a droit de se défendre. Que la communauté internationale l'accepte ou pas, le Congo a droit de se défendre. Alors moi, je te pose une question. On nous dit qu'il ne faut pas acheter les armes, c'est vrai. On fait quoi? On croise les bras? On fait quoi? Notre pays s'en va? On fait quoi? Non, on doit se défendre. Moi, je te dis, oui. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse que la communauté internationale serait complice? Mais tout à fait. Moi, je veux dire que nous sommes en train de faire face à un complot international. Un complot international ourdi par le grand multinational anglo-saxon, hein, vraiment je précise, hein, mais aussi avec l'appui de certains États. International anglo-saxon. Effectivement. L'Allemagne, comment dirais-je, l'Angleterre, tout ce qui est en commun la langue anglaise. Vous savez, mais il faudrait aussi ajouter l'Allemagne qui s'est impliquée là-dedans aussi.
toutes ces multinationales, soutenues bien entendu par leurs États, ils veulent mettre le Congo à genoux. Ils utilisent le Rwanda, bien sûr. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et là, maintenant, ils ont décidé d'aller beaucoup plus loin. Pas seulement le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, même le Kenya. Bien sûr. Et même bien sûr. le Kenya. Même le Kenya. Tous ces pays, leur point commun, c'est quoi? Mettre le Congo à genoux. Leur point commun, c'est quoi? Parce que vous avez suivi les traités. Le traité qui crée l'État. Mais lisez le traité, chapitre 4. Il est dit que donc, le membre de la communauté, de ces communautés-là, ils peuvent céder les terres. Les terres, ils peuvent. Non, mais attendez, céder les terres. Qu'est-ce que le Rwanda a comme terre à céder? Qu'est-ce que l'Ouganda a comme terre à céder? Tout ça, ça vise le Congo. C'est nous qui devons céder les terres. Mais quand tu lis les traités, on nous dit quoi? Dans un premier temps, ils voudraient qu'on aille vers l'union douanière. Ouais. Ensuite, on ira vers un marché commun. Ouais. Et après, ça sera, comment dirais-je, un État fédéral. C'est-à-dire que ces États, ils visent la fédération, que nous soyons, qu'on devienne un État fédéré. Mais attendez, mon frère, même si on devait devenir un État fédéré, une telle décision, c'est le peuple congolais qui doit prendre ces décisions-là. Ça devait passer par les parlements. Il n'appartient, mais bien sûr, par exemple, le référendum, il n'appartient pas à un seul homme, même si ça payait Félix, de prendre la décision à la place de tout un peuple. Non. Donc moi, je pense que tout ça, ce sont les éléments qui montrent que notre pays est vendu, tout simplement. Les pays est vendu. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que là, vous verrez, nous sommes en train de petit à petit d'aller vers le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays-là, avec les multinationales. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé ce projet. Les projets datent de longtemps. Mais ils sont en train de venir mollo. Et là, ils sont pratiquement dans la phase finale. Vous comprenez? Nous entraîner dans l'EAC. Qu'est-ce qu'on a à faire dans l'EAC, nous? Qu'est-ce qu'on a de commun avec ces gens-là? Rien. Or, tous ces États-là, tous ces petits États, il faut qu'ils envient le Congo. Si encore, on avait besoin d'être aidé par des États, mais la SADC est là. L'Afrique du Sud, l'Angola, tous ces pays, qu'est-ce qu'ils ont envié au Congo? Rien. Ils ont montré déjà avec le roi des Kabila, ils pouvaient venir au secours du Congo, ils avaient fait ça. Bob, qu'est-ce que vous dites quand Martin Fayulu nous propose à ce que nous puissions, si la francophonie n'est sanctionnée pas, les Rwandais, qu'on puisse quitter la francophonie? Et là, Patrick Muyaya et le gouvernement disent clairement que non, quitter la francophonie n'est pas à l'ordre du jour. Oui, mais c'est ça justement. Le président Martin, il a dit que, parce que là, on a bien vu, la dame là, la rwandaise, qui aujourd'hui joue le rôle de secrétaire général, d'abord un anglophone, qui est secrétaire général d'un organe francophone. Déjà, c'est bizarre. Et il a un parti pris. Il peut être rwandais, il peut être pour son pays, mais il ne doit pas le manifester. Il a manifesté. Alors, le président Martin a dit, on devait à ce niveau-là, si la francophonie ne sanctionne pas les Rwandais, on devait dans un premier temps pas se retirer tout de suite. Dans un premier temps, ce soit notre participation. Et s'il n'y a pas, comment dirais-je, de résultat, on devait quitter. Nous sommes le pays le plus grand de la francophonie. Le gouvernement dit que ce n'est pas l'ordre du jour. Comment vous réagissez? Je veux dire que le gouvernement, est-ce que ce gouvernement tel que vous le connaissez, est-ce qu'ils ont déjà pris des initiatives? Est-ce qu'ils peuvent aller vraiment contre la volonté, comment dirais-je, de la communauté internationale? Moi, je connais des pays, beaucoup de pays qui disent que non à la communauté internationale. Mais nous, on est à la botte, on suit, on fait que suivre. Si on est un grand pays dans la francophonie, le Congo, quelque part, sans le Congo, la francophonie ne serait pas la francophonie, tout ça. Mais si aujourd'hui, cette francophonie ne reconnaît pas le fait que nous sommes agressés par le Rwanda, ils ne condamnent pas, avouez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dessus. Donc, à mon avis, on devait même se retirer. Ce n'est pas même suspendre. Le président Martin a parlé de suspension. Moi, je dirais plutôt de se retirer carrément. Mais comme vous savez, je veux dire que le gouvernement, notre gouvernement, comment dirais-je, qui est sur place là, c'est un gouvernement, comment dirais-je, qui réagit toujours à contre-courant de la volonté populaire. Alors, Bob Boulaboué, vous êtes de la Mouka, MPDR. Si aujourd'hui on vous demande, on dit que actuellement c'est vous qui prenez les commandes, soit les rênes, dans ces pays ou soit de ces pays. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour cette situation, face à cette situation? Nous pensons ceci. Je ne parle même pas de la Mouka. Je parle de Bob Boulaboué, président de la République dans ce pays.
première chose, c'est quoi? L'armée, pour un homme, la colonne vertébrale, si votre colonne vertébrale est malade, vous ne vous mettrez jamais debout, vous serez toujours accroupi. Donc l'armée, c'est la colonne vertébrale d'un État. Nous avons 9 pays voisins. Si on n'a pas une armée capable de dissuader tous nos voisins, alors ça sert à rien. Dans un premier temps, mettre en place une armée capable, comment dirais-je, de se faire respecter par l'Angola, par l'Afrique du Sud, par le Rwanda, par Congo-Brazzaville, par la Zambie. Donc une armée très bien organisée. On met en place cette armée, le Rwanda ou les autres pays, ils vont réfléchir 2 fois avant de nous attaquer. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui, puisqu'on nous dit que notre armée est infectée complètement, notre armée, on dit que l'armée est faible. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, comme avait dit le président Martin Fayulu, la MONUSCO a échoué. La MONUSCO a montré vraiment ses limites. Vous savez, il y avait une force française qui était venue ici en 2000 et quelques pour imposer la paix. Aujourd'hui, moi je pense qu'on devrait au niveau de l'ONU, comme l'avait dit le président Martin Fayulu, mettre en place comment dirais-je, l'ONU, mais avec une mission offensive, imposer la paix. Parce que notre armée, pour le moment, ne peut pas imposer la paix. Il n'appartient pas aux armées de l'Afrique de l'Est de venir imposer la paix. D'ailleurs, ils n'imposeront pas la paix. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? On ne vient pas pour se battre. Ils ne viennent pas pour se battre. Pourquoi voulez-vous qu'un Kenyan vienne mourir à votre place? Pourquoi voulez-vous qu'un Sud-Soudanais vienne mourir à votre place? Ces armées sont venues là-bas pour leurs intérêts. Donc ils ont des intérêts. Au Congo, ils sont venus défendre leurs intérêts. Le Burundi a affaire avec sa rébellion. Il est venu, comment dirais-je, pour lutter contre sa rébellion. L'Ouganda, tous ces gens-là, ils ont des intérêts. Nous disons que le Rwanda devait discuter avec sa rébellion. Nous disons que l'Ouganda devait faire autant. Le Burundi devait faire autant. C'est comme s'il n'y a que le Congo qui a des rebelles. Non. Et au demeurant, le 1-23, ce n'est pas des Congolais. Si c'était des Congolais, alors pourquoi Kagame doit parler à leur place? Pourquoi lorsqu'on attaque le 1-23, c'est Kagame qui crie? Non. En fait, là c'est une question vraiment franchement sans tabou. Bob, vous n'êtes pas de la nouvelle génération. Vous avez fait déjà un temps. Tout à fait. La nouvelle génération vous accuse, vous les anciens, les doyens, que vous saviez quelque chose dans tout ce qui se passe. Apparemment, vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes vraiment, selon une bonne opinion, des complices. On citerait tous les acteurs politiques de l'ancienne génération. Et comment est-ce que vous pourriez réagir? La nouvelle génération pense que vous devriez dire des vérités à la nouvelle génération. Moi, je pense que vous avez raison. Vous avez raison, pourquoi? Parce que quand on était dans la résistance, avec comment dirais-je, Félix, Félix est un élément des diasporas. Félix sait très bien que le combat des diasporas, c'est non à la balkanisation. Et l'occupation. Félix a marché contre l'occupation, contre la balkanisation. Donc, arrivé au pouvoir, sa première tâche, sa première mission devait de mettre en place de voies et moyens pour mettre fin à la balkanisation. Il arrive au pouvoir, il commence par embrasser Kagame comme étant son partenaire, son ami, son frère. Mais attendez, nous avons dit que c'est une erreur que vous êtes en train de faire là. Donc je dirais que Félix, s'il faut que Félix représente une certaine diaspora, représente une certaine génération, oui, la génération Félix a échoué. Complètement échoué. Ah, d'accord. Heureusement, il y a encore des voix comme nos voix qui s'élèvent haut et fort pour dire que nous sommes contre la balkanisation. Pas un centimètre carré de notre pays ne partira. Mais à cette année-là où nous sommes en train d'aller là, seul le peuple peut venir au secours de notre pays. Seul le peuple. Ah, c'est pourquoi Martin avait dit, moi je suis prêt à rencontrer tout le monde, le parti prenante. Vous avez mal compris le message Olenankoï. Olenankoï est parti voir le président Martin Fayulu, c'est vrai. Ils ont discuté. Vous êtes tellement très proche de Martin Fayulu. Ils ont discuté de la situation du pays, sur le plan politique, économique et social. Ils se sont mis d'accord que le pays est en danger, que la nation est en danger. Olenankoï a demandé si le président élu, vu son aura, pouvait rencontrer Félix pour en discuter des sujets du pays. Le président élu lui a dit, en février 2019, j'avais fait une proposition de plan de sortie de crise. Il fallait que le parti prenante se retrouve autour d'une table. On devait être avec Félix.
Félix, c'est pas mon problème. Moi, je peux voir Félix à tout moment. Mais s'il faut voir Félix, ça serait dans le cadre justement de parties prenantes. Entre autres, l'AMOCA, représenté par Fayoulou. Il y a, comment dirais-je, Union Sacrée, lui, Félix. Il y a FCC avec Kabila. Il y a la société civile. On se retrouve autour d'une table. On se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Le pays est agressé. Pourquoi le pays est agressé? Quels sont les accords signés depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui? Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshilombo. Qu'est-ce qu'on a signé comme accord? Il faut les dénoncer. En son temps, Mouzé avait dénoncé les accords. Pourquoi Félix ne le ferait pas? En fait, nous pourrons également derrière les temps, il y a une question que j'aimerais vous poser dans deux volets. Lutundu l'a dit qu'au sein du M23, il y a également des Congolais. Et la question que je vous pose, est-ce que vous, personnellement, étant de la diaspora, vous croyez qu'il y a des Tutsis Congolais également? D'abord, au sein de l'AFDEL, il y avait des Congolais, mais il y avait beaucoup de Rwandais. Au sein de RCD Goma, il y avait quelques Congolais, beaucoup de Rwandais. Au sein de CNDP de Koudolantoire, quelques Congolais, beaucoup de Rwandais. Avec le 1-23, peu de Congolais, beaucoup de Rwandais. Donc, ces Congolais sont utilisés pour masquer l'agression. Pour ne pas dire que c'est le Rwanda qui agresse, on met quelques supplétifs là devant, quelques Congolais devant, pour dire que voilà, c'est la rébellion congolaise. Mais nous savons très bien que derrière l'AFDEL, derrière comment dirais-je, le CNDP, derrière le RCD Goma, derrière le 1-23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui se cache, tout simplement. Maintenant, vous dites que en fait, Lutundu l'a dit qu'au sein du M23, il y a également des Congolais. Là, vous aviez déjà répondu. Et maintenant, là, le deuxième volet. Et donc, étant également de la diaspora, vous croyez à ces concepts qu'il y a des Tutsis Congolais? Non, je veux dire que les Tutsis Congolais n'existaient pas. Oh. Oui, je m'explique. Les Tutsis Congolais n'existaient pas. Je m'explique. Si vous voyez la carte, on a accédé à l'indépendance. On dit que, je ne sais pas, vous êtes Mouyazi. Parce que vous parlez la langue Yazi. Mouyazi. Vous êtes Moussakata. Vous parlez la langue Sakata. Vous êtes Moulouba. Vous parlez la langue Louba. Vous êtes, comment dirais-je, Moulenge. Il n'y a pas de langue Moulenge. Il n'y en a pas. Un Tutsi peut évidemment être congolais si demander sa nationalité, si il venait solliciter la nationalité et qu'on lui accorde la nationalité, il est Tutsi, il est congolais. Mais une nationalité collective, dire que dans notre histoire, il y a eu des Tutsis congolais, il n'y en a pas eu, pas du tout. Là, vous contredisez les présidents qui a dit qu'ils sont nos frères. Mais oui, justement, le président avait dit qu'ils étaient nos frères, le président est dans l'erreur, j'ai dit c'est une faute. Non, mais c'est vrai, le président, il n'est pas historien. Ou bien alors il ne connaît pas l'histoire. Il devait se renseigner. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Mais bien sûr, de la même manière qu'il n'y a pas de Tutsis congolais, les Mouleng n'existaient pas. Mouleng, c'est une montagne. Les gens qui habitent Mouleng, les Bania Mouleng, c'est Rwandais qui étaient venus qui habitent la montagne Mouleng, les Bania Mouleng. Mais ils parlent quelle langue? Ils parlent du Rwanda. Parce qu'ils viennent du Rwanda, tout simplement. Ils sont des Rwandais. Alors, je vais t'expliquer encore autre chose. Allons-y vite. Quand vous prenez l'article 10 de notre Constitution, on dit que pour être Congolais, on a défini qui est Congolais. Mais quelque part, on a dit, tout ce qui était au Congo avant les années 60, mais qui avait aussi des territoires. Moi, mon territoire, c'est Mouchi. Vous avez du territoire. C'est quoi le territoire de tout? Non. C'est pourquoi ils se battent pour faire comment dirais-je, de Mouleng comme étant leur territoire. Tout Rwandais, tout se bat pour obtenir le territoire au Congo. Il n'y a pas de territoire. Mais comment avez-vous accueilli cette rencontre entre le président de la République et une délégation, soit des notables, des Tutsis congolais et des Tutsis au Rwanda? On a vu les ministres des ITPR, Guissaro, on a vu également... vous savez, encore une bêtise. Pourquoi une bêtise? Le Congo a plus de 450, comment dirais-je, ethnies dans ces pays-ci. Il n'y a pas de minorité. Tout le monde est minorité. Moi, ma tribu est minoritaire au Congo. Vous êtes minoritaire. Il n'y a pas une... Toutes les tribus au Congo sont des minorités. Et nous, c'est une notion de communauté. On ne connaît pas de communauté. C'est eux qui sont venus avec ça. Alors le fait de les avoir reçus, dans ce cas, ils doivent recevoir aussi les Yazi, ils doivent recevoir aussi le Louba, le Mwani, tout cela. Pourquoi c'est à eux?
Parce qu'ils sont spéciaux. Oui, ils sont spéciaux. Ils sont spéciaux. Qui sont en insécurité dans... Mais, attendez, ça me rappelle Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila avait dit qu'il était entouré des Congolais. Il a dit à Bismarck et les autres, voilà, nous sommes en train de se battre contre les Rwandais. Bismarck dit que nous, on doit partir parce que notre armée est partie. Votre armée comment? Mais non, vous êtes Congolais. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils n'étaient pas de Congolais. Ils sont Congolais, la journée, la nuit, ils sont Rwandais. Donc tous ces gens-là, on doit les mettre, comment dirais-je, hors de terre de nuire. Parce que eux, ils sont en train justement de nous créer des problèmes. Ça fait maintenant 30 ans que les Congolais meurent tous les jours, mais d'une manière terrible. Aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de Congolais, comment dirais-je, à l'intérieur du pays, qui sont en train de errer. C'est pas normal. On nous dit qu'on va ramener les réfugiés qui sont en Ouganda, qui sont, comment dirais-je, au Rwanda. Mais qui sont ces réfugiés-là? Qui est parti vérifier? On va nous ramener des Rwandais, on va nous ramener des Ougandais, tout cela. Et au demeurant, l'Ouganda, c'est une force négative. On parle que du Rwanda. Mais l'Ouganda aussi. Mais là, les gouvernements disent jusqu'à présent, ils n'ont pas de preuves qui attestent. Mais ils n'ont pas de preuves, Je veux dire que comment est-ce que Boulanga était tombé? Si c'était passé par l'Ouganda. Quand le général, le fils de Museveni n'arrête pas de nous narguer. Mais qui ne le sait pas? Non, il refuse de voir la vérité. La vérité est que l'Ouganda est allié avec le Rwanda et tous ces pays-là, le Kenya, tous, ils sont tous ensemble. En fait, nous sommes vraiment à la fin. La question que je vous pose, si cette situation perdure, vous, Lamuka, vous allez faire quoi étant dans la résistance? Je dis que notre seul secours, c'est le peuple. Vous allez faire quoi? On va faire appel au peuple. Le peuple doit se tenir debout. Le peuple doit marcher. Le peuple doit... Non, il va se prendre en charge. Laurent Désiré Kabila avait dit, prenez-vous en charge. Quand vous êtes attaqué par l'ennemi, vous savez, dans Marseillaise, en France, ces étrangers qui viennent suyer tout cela, il faut le combattre. Nous avons le droit de nous défendre contre tous ceux qui veulent anéantir, faire de nous des esclaves. Laurent Désiré Kabila avait dit, on a le droit de se battre et de se défendre. Nous sommes vraiment à la fin, on finit, on prend vite fait la question de la CENI. Il y a une formation qui tombe, la CENI développe une application de préenregistrement afin de réduire les timings de l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire quoi? On pourrait s'enregistrer, on pourrait s'enrôler à travers nos smartphones. À partir de ta maison, de votre maison, tu prends ton téléphone, tu t'enregistres. Lamuka, votre réaction, ou soit MPDR, votre réaction. L'enrôlement à partir des... Je veux que tu t'enrôles. Alors, qui c'est qui s'enrôle? Un Rwandais peut s'enrôler? Un Ougandais peut s'enrôler? Comment vérifier les gens qui sont enrôlés? Et d'abord, la CENI. Moi, je vais dire une chose par rapport à la CENI. Vite fait. Nous continuons à nous battre. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Parce que, comme on l'a toujours dit, le boycott, ce n'est pas notre vocabulaire. Exactement. On sera présent aux élections. Mais nous continuerons à nous battre pour que les règles du jeu soient équitables. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous continuons à dire que la CENI, c'est un machin entre les mains de Félix. La CENI, tout comme la Cour constitutionnelle, ce sont les instruments que Félix utilise pour la tricherie. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, on nous dit que 125% du centre d'inscription dans les Kasaï. Vous vous rendez compte? 25%, c'est la proportion de la tricherie. Ils veulent qu'il y ait beaucoup de sièges là-bas pour favoriser la tricherie. Ce n'est pas de la diabolisation? Non, ce n'est pas de la diabolisation, c'est au niveau de l'analyse. On va se battre contre ça. On va appeler le peuple à l'arrière. On n'acceptera pas. Parce que la fraude, ce n'est pas seulement le jour des élections. La fraude se prépare en amont, tout simplement. Et nous, on sait bien qu'à travers la loi, à travers tout ce qu'ils sont en train de faire là, mais on est en train de vouloir nous encumer, tout simplement. Merci beaucoup, Bob Boulaboué. Nous sommes à la fin. Les derniers mots. Le dernier mot, vous savez, quand je parle des problèmes de l'Est, ça me met hors de moi. Hein. Vraiment, ça me met parce qu'il me raconte que ça fait 30 ans que le peuple continue à mourir. Ça fait 30 ans, on nous avait dit 12 millions, mais je pense que la barre de 12 millions est complètement dépassée. Mais en même temps, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Oh, la seule solution, comme disait Mouzetou, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Nous devons envahir le Rwanda. Nous devons faire du Rwanda une de nos provinces. Si on n'arrive pas à cet objectif-là, à cette finalité-là, le Rwanda continuera toujours à nous narguer. Merci beaucoup, Baboula. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse suivre cet élément de M. Nsingi et Pouloulou. Je vous retrouve prochainement. J'ai recevé pour vous Bob Boulaboué, président et initiateur des MPDR, parti au sein
de la Mouka. Je suis Camille Clégan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC, le numéro plus 243 82 41 59 117. Au revoir. Il va vous couper le courant. Hein? Ne jouez pas avec l'autorité. Merci, Président. Honorable Président, dignitaire à l'Orient, et vous tous, mes très chers collègues. Nous, à Kikongo, nous disons Mbo Ntotu Luzingu, Mbongu Lunang. La terre, c'est la vie. Oui. Ma belende bomoué. Mbongo epesaka orgueil. Mais la terre, c'est la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'article 61, le projet de loi dit ceci: au terme de la présente loi, la concession et les contrats par lesquels l'État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale des droits privés ou publics, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et se mesures d'exécution. Le premier alinéa. Président, vous avez suivi l'inquiétude des collègues s'agissant de ces projets de loi. Je voulais dire, pour que nous soyons sûrs que la terre appartient aux Congolais, parce que la République, c'est la République démocratique du Congo, pour éviter le flou, mettez-nous ici que la collectivité ou une personne physique de nationalité congolaise, que ça soit mentionné. Pourquoi? Président, c'est quoi un pays? La République démocratique du Congo, mais c'est quoi un pays? Un pays, c'est un papa et une maman vivant dans une case avec les enfants, on appelle ça village. Plusieurs villages donnent naissance à ce qu'on appelle groupement. Plusieurs groupements donnent naissance à ce qu'on appelle secteur. Plusieurs secteurs donnent naissance à ce qu'on appelle territoire. Et plusieurs territoires donnent naissance à ce qu'on appelle province. C'est plusieurs provinces qui donnent naissance à ce qu'on appelle pays. Donc, cela signifie que la terre appartient à ce papa-là au départ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé l'occupation. Alors, qui est ce monsieur? La terre là s'appelle comment? Les propriétés là s'appellent comment? C'est ce qu'on appelle les clans. Les clans. C'est ça le problème. Le problème, c'est les clans. La terre revient aux clans. Donc, lorsqu'on dit que la concession, c'est le contrat que reconnaît l'État à une personne ou à collectivité, nous devons préciser que c'est les clans. L'État même, dans sa souveraineté d'exercer, il doit s'interdire, conformément à l'article 56 de la Constitution, que les populations, les communautés ont droit d'existence de leur terre. Voilà pourquoi nous demandons à ce que, au niveau de l'article 387, on dit que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales. Attention, quand on dit les terres domaniales, c'est-à-dire une propriété privée de l'État. Attention, oui, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais sous réserve de propriétés. Qui vivent là? Ce sont les autochtones. Vous ne pouvez pas les déplacer quand vous voulez, comme vous voulez, comme on a fait ici, les marchés Zando, que je n'entre pas, c'est une parenthèse, je la ferme. Et je voulais que, dans cette loi ici, les deux articles évoquaient que le Congolais, la personne physique des nationalités congolaises, en soit bénéficiaire. Je voulais, oui, précisément, ne peut être propriétaire de la terre que celui qui est des pères et des mères.
Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas être plus bon que Dieu. Dieu est 3 fois saint. Là, la colère est riche en bonté. Mais pourquoi on ne cite pas Ismaël dans la généalogie de Jésus? Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham, non? Pourquoi on ne le cite pas? Parce qu'il n'était pas de père et de mère. Vous devez comprendre ça. Alors, j'ai cité en disant que, honorable président, s'agissant des zones urbaines, vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. Les chefs de riz, c'est l'œil et la personne qui peut nous aider à éviter les conflits des parcelles dans les zones urbaines. Vous pouvez tout faire. Le chef du quartier est loin. Mais celui qui gère, c'est le chef de riz. Vous avez vendu la parcelle. À qui vous avez vendu? Qui connaît l'historique de la parcelle? C'est le chef de riz. Et dans les milieux ruraux, c'est les chefs coutumiers et les chefs du village. Si nous nous en passons de cette vérité, nous allons continuer à nous plaindre. Or, un État, comme je l'ai toujours dit, c'est une société de nécessaires d'ordre et de destin qui tend vers l'unité. Et cette unité, c'est en reconnaissance des chefs coutumiers et les chefs du village dans les milieux ruraux et du chef de riz dans les zones urbaines. Si nous le faisons, les conflits fonciers vont prendre fin. Honorable président, dignitaire à l'Orient, j'ai dit Honorable